de me joindre à vous ce midi. Merci de prendre le rendez-vous. On découvre aujourd'hui une nouvelle application, une nouvelle tablette spécialement conçue pour les candidats aux différents examens. Comment cela fonctionne-t-il? Rebecca va nous l'expliquer dans quelques minutes. Et plus loin, nous allons faire de la danse. Pas n'importe laquelle, rassurez-vous, c'est un type de danse qui se concilie si bien avec votre bien-être. Bienvenue donc à tous. Herman Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Ariane, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. C'est vrai que ce n'est pas courant de me voir démarrer. Ariane, bonjour. Trop d'énergie dans ton corps. Oui, toujours encore et toujours arrivant. Pourtant, on est jeudi, hein, tu t'imagines. Oui, je ne me laisse juste pas abattre par la fatigue. Et surtout, c'est parce que demain, il y a quelque chose qui se prépare. Ah oui? Ouais, il y a un truc qui se prépare. Tu le verras demain. Tu le verras. Au cas où tu l'aurais oublié, non, je te dis rien du tout. Je te dis rien. Mais ça concerne quelqu'un sur le plateau. Ah, bien sûr. Quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui ne parle jamais. Bon, ah oui? On espère que ce serait du lourd, surtout. On espère vraiment. En tout cas, parce que cette personne ne fait jamais les choses dans la dentelle. Donc, elle le fera. Eh bien, on attend de voir. C'est du ouf. Hein. C'est du ouf, comme alors, le dit. Dans Référence, nous restons dans le même domaine. Tu n'as même pas salué Ariane. Si, je l'ai salué. Ah oui, déjà? Je ne peux pas l'oublier. Oh, c'est après tout la 8e génération, ça s'oublie pas. Et vous, c'est la 9e génération. Je le disais tantôt, nous restons dans le même registre, celui agroalimentaire. Celle qu'on va découvrir ce midi nous fait des plats traditionnels prêts à emporter son bouillon de cuisine. Suivons. Moi, c'est Madame Oncia Rachida Toudonadje, promotrice du restaurant Mili Mili. J'ai eu ma licence en communication et relations internationales. Donc, à la fin, vu les réalités sur le marché de l'emploi, c'était pas facile d'obtenir tout de suite un boulot. Il fallait penser à entreprendre. Et voilà, je ne m'attendais pas à me retrouver dans le domaine de la restauration. C'est vrai que j'aime faire la cuisine. Donc au début, j'ai commencé par une boutique avec des pagnes que je gérais. Mais je n'étais pas satisfaite. Et mon mari dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, bon, je pense que je vais entreprendre dans le domaine de la restauration. Il dit non, les enfants sont encore petits, tu ne peux pas, comment tu vas gérer la vie de famille? La restauration n'est pas quelque chose de facile, il faut vraiment s'investir. Je me suis dit, bon, étant à la maison, je peux quand même faire ma restauration, mais comment faire parvenir le repas aux clients? Donc il me fallait un service de livraison fiable. Et bon, j'ai tout planifié. Avec son soutien, j'ai démarré. La particularité, nous faisons surtout de la livraison parce que de nos jours, les gens sont multitâches. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux, à l'aide de l'Internet et presque tout se passe en ligne. Donc, pour les commandes, il faut dire que les réseaux sociaux ont été pour moi un très grand pilier parce que c'est pas les réseaux sociaux que j'arrive à poster les plats. Poster et bien poster parce que quand le plat n'est pas bien présenté, les gens ne sont pas intéressés à bien poster. Le client voit, il fait son choix, il peut même modifier parfois. Et c'est tout comme à la maison, quoi. Le client est libre de choisir ce qu'il veut, de modifier à sa façon. Et pendant qu'il est au service en train de faire son travail, il n'est pas obligé de se déplacer pour aller dans un restaurant. À part la livraison, notre spécialité et ce que les gens aiment vraiment en venant vers nous, c'est que nous cuisinons sans bouillon. Nous cuisinons avec des épices naturelles. Quand on finit les repas, il faut bien emballer. Et il faut que le repas puisse arriver aux clients dans les bonnes conditions. Au début, je n'avais pas de grands moyens. J'ai démarré avec un budget de 100 000 francs. Je ne suis pas allée trop vite aussi, puisque quand je prends le début et là où j'en suis maintenant, il y a un grand écart.
je suis allée doucement avec les moyens de bord. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Et c'est avec le temps que j'ai commencé à améliorer les choses. Quand tu es entrepreneur, tu as du temps pour toi. Tu travailles, mais en même temps, tu as du temps pour toi. Tu peux t'occuper de ta petite famille. Tu peux décider d'arrêter ton travail quand tu veux. Mais quand tu es fonctionnaire, je ne pense pas que ça puisse être possible. Donc, franchement, je préfère ce que je fais. Je me sens bien dedans. Et franchement, ça me permet d'être moi. Tout n'est pas rose parce que des fois on a envie d'y aller, on a envie de faire des choses et par manque de moyens, on n'y arrive pas. Donc il faut y aller tout doucement jusqu'à. Donc le grand problème, je peux dire que c'est surtout les moyens. Selon moi, les clés du succès, c'est la détermination, être déterminé, motivé, croire en soi et accepter d'échouer parce que ça n'a pas été facile pour moi. Il y a des moments où j'ai failli abandonner et grâce à des amis, des proches, ils me soutiennent, me remontent le moral. Donc, il faut accepter, échouer, se relever. Ariane, une petite envie, une petite faim à la maison, on n'a qu'à contacter. Surtout qu'il est midi là maintenant, voilà, ça me donne des envies. Oui, Erwan? Ouais, ça donne des envies et surtout, c'est qu'on consomme sans bouillon. Sans bouillon, oui. Vous avez dit sans bouillon. Oui, bien sûr, on l'a dit, sans bouillon. On a goûté, c'était sans bouillon. C'est pas impossible. Non, pas du tout. En fait, et c'est d'ailleurs loi parce qu'il y a toute une théorie ou toute une démonstration qui se fait derrière la consommation des bouillons qui ne serait donc pas, on va dire quoi, qui serait dangereux pour la santé. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont allés vers cette consommation. Vous en avez qui n'utilisent même d'ailleurs plus les bouillons. En lieu et place, vous en savez mieux que moi parce que vous êtes des dames. Donc, c'est voilà, de l'oignon, des crevettes, donc des épices. Donc, voilà, pour remplacer les bouillons dans notre assiette parce que notre assiette, c'est notre premier médicament. Et donc, il va falloir faire attention à ce que nous mangeons. Ariane, j'ai vu des légumes, j'ai vu un peu de tout. Est-ce qu'elle a une spécialité? Ben, c'est un peu de tout. C'est de la salade, ce sont des légumes, c'est du riz, voilà, de la bouillie. Vous avez pu constater tout à l'heure le mil qui se lavait et tout. Donc, c'est pas mal de choses, des produits africains. Si vous voulez aussi des trucs européens, parce que bon, la salade, c'est pas forcément un truc de chez nous. C'est vrai que nous l'avons adopté, mais c'est pas forcément un truc de chez nous. Et puis, l'autre point fort qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, chacun essaie quand même d'apporter quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas si nouveau que ça, d'apporter quelque chose de particulier à ces activités. Elle, par exemple, c'est la livraison. C'est le point fort. Vous êtes chez vous peut-être, vous êtes au boulot, vous avez un petit creux et tout, vous n'avez pas envie de vous déplacer. Elle se charge de vous livrer. Il suffit juste de la contacter et puis voilà. La livraison est faite. Et puis le réseau fait sur place. Voilà, sur place et fait maison. Et à part ça, il y a aussi les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle publie pas mal de choses par rapport au menu du jour et tout. Donc, vous avez la possibilité vous-même, si vous voulez, de composer votre menu du jour. Voilà, c'est si pratique. Alors, moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis un certain temps, depuis quelques mois, Ariane nous amène dans ce domaine. Rien que ce domaine, la restauration, ça devient bizarre. On a compris aussi qu'elle a pris 2 kilos de plus. Mes radars se sont intéressés à sa morphologie. Mes radars m'ont renseigné qu'elle a pris 2 kilos de plus. C'est pas sérieux. Prochainement, il n'y aura plus de cuisine à tester. Sinon, malheureusement, de plus en plus, maintenant, tout le monde s'intéresse justement à la cuisine en entrepreneuriat. On va envoyer plutôt Rebecca aller faire référence désormais quand il s'agira de cuisine. Pourquoi pas? Pour prendre des kilos de plus, n'est-ce pas? Ça serait intéressant. Très intéressant. Non, mais en fait, ce que j'ai aussi remarqué dans l'histoire de Rachidat, c'est que lorsque vous voyez la composition de ces accessoires de travail, vous vous rendez compte, certes, ça peut constituer à la fois un avantage, mais également un handicap, mais vous vous rendez compte que
tout est encore quelque peu manuel. Et quand on sait que dans la cuisine, lorsque vous voulez avoir la saveur, la vraie saveur d'un repas, c'est quand tout est fait de façon pas artificielle, quoi. Donc, de manière classique, surtout. Voilà, de façon classique. On l'a vu par exemple piler. Voilà, on sait. Elle découpait elle-même les légumes. Ceux qui adorent par exemple Liam pilé me diront quand ça a été pilé dans le mortier, quand ça a été fait avec une machine. Les vrais connaissent la différence. Donc, quelque part, oui, c'est vrai aujourd'hui, ça peut marcher parce que la clientèle n'est peut-être pas encore énorme, mais quand ça va exploser, comme on le dit, quand ça va exploser les compteurs et qu'il y aura des commandes de partout, il va falloir peut-être livrer 400, 500 personnes en une journée, 1000 personnes en une journée, parce qu'entre-temps, son affaire aura prospéré, en tout cas de façon considérable. Ça va constitue également un handicap, donc il va falloir penser à augmenter peut-être la main-d'œuvre. Oui, j'ai remarqué, elle en a de la main-d'œuvre. Elle en a de la main-d'œuvre. Donc c'est peut-être réfléchi aussi dans ce sens. Réfléchi dans ce sens, mais surtout pour pouvoir gagner du temps, parce que vous imaginez livrer peut-être de Liam pilé à 500 personnes qui attendent, et il va falloir piler de façon artisanale, sinon de façon humaine. Ça va demander beaucoup de travail, ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour le moment, je crois qu'elle peut garder quand même l'originalité de ce qui fait le repas africain. Ce sont ces épices qui sont peut-être par moment, et surtout, je vous raconte une anecdote. Moi, ma mère, personnellement... toujours des anecdotes. Oui, toujours des anecdotes. Ma mère, personnellement, elle n'écrasait jamais la tomate dans une moulinette, jamais. C'est toujours sur le meule, voilà, toujours sur le meule, parce que... Ce que nous appelons taquin lissé. Voilà, et je lui ai demandé pas. Et moi, honnêtement, à un moment donné, ça m'agaçait parce que j'étais convié à cette tâche et donc j'écrasais régulièrement. Ah oui? Bien sûr. On va bien voir des photos ou des vidéos. Bien sûr, et c'est ça qui a d'ailleurs rendu ma paume de main quelque peu. Ce n'est pas la roue, hein? Bon, il y a aussi la roue qui part là. Donc, à un moment donné, mais ça m'agaçait. Je lui ai demandé, mais honnêtement, il n'y a que les Blancs aujourd'hui nous ont facilité la vie en mettant à disposition des moulinettes, mais pourquoi on va toujours rester de façon archaïque? Elle me faisait comprendre que non, que le goût il est différent, que lorsque vous écrasez votre tomate de façon artisanale, c'est-à-dire ça lui laisse la quintessence même du goût, et voilà, au goût c'est beaucoup plus intéressant que lorsque c'est fait avec une machine. Bon, puis cette formation n'a pas été inutile, hein? Ça a fait de vous un homme bien aujourd'hui. En tout cas. On griffe un homme bien. Mylène, c'est pas sérieux. Et je pense qu'au-delà de tout ce qu'il y a aussi d'intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il crée de l'emploi. Oui, il crée de l'emploi et c'est important parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage, il faut le préciser, est élevé. Beaucoup de gens finissent des formations et tout, sont à la maison, n'ont rien à faire. Donc, quelque part, c'est un petit job quand même qu'on crée pour quelqu'un, pour une famille, pour une femme, pour pouvoir prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son mari, etc., etc. Et innover, ce n'est pas toujours, créer un truc de nouveau, un peu comme... vous venez de nulle part et vous créez. Innover ce n'est pas possible quand même. L'originalité, ce n'est pas ça. L'originalité aussi, c'est un plus que tu apportes à ce qui existait déjà. Absolument. C'est ce que vous apportez à l'existant. On souhaite du courage à Rachidatou. C'est Rachidatou, hein? Rachidatou Mossia. C'est la version francisée qui donne Rachidat, sinon la version arabe, non? Ou quoi? Ça donne Rachidat. Ariane, merci. Merci Mylène. Alors ce n'est le vœu de qu'un couple marié, mais des situations conduisent au tribunal pour rompre ces vœux, ces promesses qui ont été faites. Quelles sont les étapes pour aboutir à la procédure de divorce? Bruno nous dit tout dans Autant savoir. Au Bénin, nous avons deux types de divorce. Nous avons le divorce par consentement mutuel et le divorce pour faute. Lorsque nous sommes dans le cadre du divorce par consentement mutuel, ça s'entend, c'est-à-dire que les époux, d'un commun accord, décident de divorcer, c'est-à-dire le consentement est libre, éclairé, exemple de vice. Ils acceptent, eux deux, d'aller au divorce. C'est la procédure la plus rapide, lorsque les époux veulent finir définitivement. Dans ce cas de divorce, il est prévu une requête que les époux peuvent conjointement, ou bien l'un d'eux prend l'initiative. Il dépose la requête devant le juge de première instance et à cette requête-là est annexée certaines pièces. Il y a l'acte de mariage qui est l'acte auquel du moins on veut mettre fin. Il y a les actes de naissance des enfants, s'il y a eu des enfants. Il y a le projet de convention
c'est-à-dire le contrat qui va régler les effets du divorce, s'ils ont acquis des biens ensemble, ou si ils ont eu à se marier sous le régime de la séparation des biens. C'est cette convention-là qui règle ces questions, de sorte que à la fin de cette procédure, les époux savent désormais à quoi s'en tenir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont eu à rédiger et à instaurer les clauses. Mais les clauses ne doivent pas être contraires à l'ordre public. C'est-à-dire c'est des clauses normales ou qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que le juge ne soit pas gêné de pouvoir homologuer cette convention-là. Dans le cas du divorce par consentement mutuel, il ne peut intervenir qu'après 2 ans de mariage. Il y a un délai, c'est pas systématique. Donc, si vous voulez aller au divorce par consentement mutuel, il faut avoir vécu 2 ans après la célébration du mariage. Quant au divorce pour faute, ça s'entend, c'est que l'un des époux a commis une faute et qui pourrait amener l'autre à saisir le juge. Et les causes du divorce sont prévues par le Code également, en son article 234 du Code des personnes de la famille. Il y a les incompatibilités. Il y a la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante. Donc, il y a des causes qui ont été prévues par la loi. Dans ce cas de figure, lorsque l'époux demandeur introduit sa demande, il précise que c'est pour les torts de l'autre époux qu'il vient devant le juge dans la requête. À la requête également, il annexe l'acte de mariage, les actes de naissance des enfants, s'ils ont eu des enfants, et il y a un montant à payer au niveau du greffe qui varie selon les juridictions. Dès que cet époux dépose sa demande, le juge à qui le dossier est affecté le reçoit en entretien préalable pour tenter de le dissuader, pour tenter de l'amener à laisser sa procédure. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour eux de se remettre ensemble? Donc, le juge tente d'abord dans un entretien préalable. Là, il le reçoit dans son bureau et ils ne sont que 2 avec le greffier pour lui demander, mais des fois sans greffier, pour lui demander, mais est-ce que vous pouvez laisser cette procédure-là? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de vous remettre ensemble? Si l'époux demandeur est ferme, dit non, je veux continuer ma procédure, il renvoie maintenant devant une audience à laquelle il demande à l'époux demandeur de convoquer l'autre époux pour à nouveau tenter une conciliation de ces époux-là. Donc, il faut dire que la procédure de la tentative de conciliation peut durer. Ça peut même aller jusqu'à 6 ou 8 mois. Parce que pour le juge, c'est d'abord essayer de les remettre ensemble. Maintenant, lorsque cette tentative-là échoue, il est obligé maintenant de faire face à l'évidence. Et il rend une ordonnance de non-conciliation. Dans cette ordonnance-là, il va fixer les mesures provisoires, c'est-à-dire la résidence séparée des époux, s'ils vivaient ensemble, ou s'il y avait eu un temps de séparation de fait, les effets de l'autre époux défendeur qui sont chez l'époux demandeur, demander que la remise soit faite, si possible avec la force publique. Quant aux enfants, il fixe la garde provisoire à l'un des époux. Et je voudrais apporter cette précision que dans toute question concernant l'enfant, le juge veille à son intérêt supérieur. Donc, peu importe l'époux qui a introduit la demande, si même l'époux demandeur n'est pas capable de s'en occuper, l'intérêt des enfants n'est pas fait, cet époux, l'époux défendeur peut avoir dans cette ordonnance de non-conciliation la garde provisoire. Donc, l'époux qui n'a pas la garde doit contribuer, c'est-à-dire payer une pension qui est fixée dans cette ordonnance-là. Il arrive qu'en pleine procédure, que les époux se réconcilient. C'est des cas exceptionnels, mais il est arrivé en pleine procédure que l'époux demandeur, la dame, revienne dans la 3e phase et elle était déjà enceinte de 4 mois, alors que normalement, elle doit avoir un devoir de fidélité. Même après l'ordonnance, le devoir de fidélité persiste, donc elle ne doit pas se remettre avec quelqu'un avant la dissolution du lien. Elle est revenue avec une grossesse. On était tous étonnés, on dit, mais madame, vous êtes en pleine procédure et vous permettez de fricoter avec quelqu'un d'autre. Bon, parce que la procédure se prenne en chambre de conseil. Donc ce n'est pas en audience publique, c'est à huis clos, c'est-à-dire tout est fermé et ce n'est que les parties et le juge et le greffier et les avocats.
Et c'est là qu'elle me dit, non, hein, c'est monsieur qui m'a dit, ah bon? Enfin, dis donc, elle dit, oui, on s'est vu, on a estimé qu'on pouvait encore répondre, qu'il pouvait avoir possibilité. Et là, on était tous étonnés. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a cette possibilité-là, que les époux se réconcilient en pleine procédure. Ça met fin à la procédure de divorce. Lorsque c'est sous le régime de la communauté des biens, c'est le partage équitable des biens. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage sont partagés à part égale. Et il y a des biens qu'on ne peut pas partager, donc on est obligé de vendre. Et lorsqu'on vend, on peut maintenant partager le fruit issu de cette vente-là entre les époux. Mais moi, excusez-moi, et ne dites pas que je suis en train de remonter les femmes contre les hommes. Moi, je conseille souvent aux gens, si vous voulez vous mariez-vous sous le régime de la séparation des biens. Chacun demeure propriétaire de ses biens. C'est quand même pas facile, Herman Amega, un divorce. Et c'est pas facile du tout, un divorce, parce que, voilà, vous êtes mariés, le mariage, ça fait partie des... C'est l'un des jours les plus beaux de votre vie. Et le mariage, c'est une seule fois, hein, en tout cas. Pour moi, c'est ma conception des choses. C'est votre premier mariage qui est le plus intéressant. Et donc, voilà, vous êtes promis fidélité, vous êtes promis amour, vous êtes promis bonheur, vous êtes promis tout ce que vous savez, que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur, vous êtes promis engagement éternel. Mais du jour au lendemain, où des situations, peut-être voulues ou non, vous amènent à divorcer, vous amènent à renoncer à cet engagement. C'est malheureux, certes, mais à des moments donnés, c'est peut-être la solution qui s'impose pour l'épanouissement de l'un ou l'autre des partenaires, ou carrément des deux, parce qu'à un moment donné, à des moments donnés dans votre couple, on sent que vous traversez vraiment une zone de turbulence. C'est inhérent à tout couple. Quand vous êtes homme, femme et que vous vous mettez dans une relation, c'est inhérent, les problèmes qui vont subvenir. Et donc, lorsque ces zones de turbulence deviennent, on va dire, pérennes, deviennent éternelles, s'enlisent dans le temps, à un moment donné, peut-être que... Quand c'en est de trop. Voilà, quand c'en est de trop, peut-être que le seul moyen qui vous reste est peut-être de divorcer. Si entre-temps vous êtes marié, parce que le divorce n'intervient qu'en cas de mariage, et surtout de mariage civil. Si vous êtes en concubinage, il n'y a pas de divorce à faire, chacun ramasse ses clics et claques, et vous rentrez chez vous, vous rentrez chez vos parents. Et donc, pour finir, c'est vraiment malheureux. Et le plus tragique, parfois dans l'histoire, c'est que lorsqu'il y a divorce, il y a l'un ou l'autre des partenaires qui saignent toujours. Surtout quand parfois, ce sont les deux qui saignent ensemble, hein, bien sûr. Oui, qui saignent ensemble. Et surtout, lorsqu'il y a on va dire, un déséquilibre du point de vue matériel dans le couple, si c'est la femme qui a peut-être beaucoup d'argent et que l'homme n'en a pas autant, et qui se sont mariés sous le régime de la communauté de biens, lorsqu'il y a divorce, c'est que ce que l'homme a et ce que la femme a, on met tout ensemble et on essaie pardon, de faire le partage. La vie à deux, ce n'est pas du tout facile, c'est deux éducations qui vont ensemble, mais il faut malgré tout essayer de rester. De tenir. Oui. De tenir, mais bon, faut pas non mais plus quand on n'est pas épanoui, voilà, il faut et ne surtout pas être épanoui. L'épanouissement, c'est important pour l'homme et pour la femme. Donc voilà, quand on est fatigué, il vaut mieux en parler et passer à autre chose. Il ne sert à rien de rester en couple juste parce que la société exige qu'on reste en couple ou que la société souhaite que parce que vous êtes une femme, voilà, vous ne pouvez pas quitter aussi facilement votre mari qui est vous. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui demandent à leurs enfants, mais écoute, c'est ton mari, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'a encore rien fait de grave. Donc, tu peux encore rester, tu peux supporter et tout, alors qu'on a besoin d'être épanoui. Et le pire, Herman, Ariane, c'est quand il y a des enfants. Oui, c'est quand il y a des enfants, parce que les enfants deviennent des victimes collatérales des problèmes de leurs parents. Et on le sait, il n'y a pas meilleur cadre pour l'épanouissement de l'enfant que dans le cercle familial, qu'entre papa et maman. Lorsque les deux forces sont combinées pour éduquer un enfant, je crois que ça aboutit toujours. En tout cas, si le couple il est stable. Maintenant, après, c'est que quand il y a divorce, l'un l'un se reconstruit, l'autre également se reconstruit. Donc, l'idéal, c'est même quand nous marions et qu'il y a des problèmes, essayons de régler les problèmes, essayons de minimiser au grand maximum les problèmes, de faire en sorte même qu'ils ne surviennent pas, et même s'ils doivent survenir, trouvons un terrain d'entente, essayons de nous comprendre à chaque fois. Herman, tu as déjà bien inspiré, on va pêle-mêle sur la toile. Oui, pêle-mêle. Les informations Numéro de style Rebecca Kedjoronde.
Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène Fanon, bonjour Emmanuel Megan et bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Tu ne la trouves pas particulièrement mignonne ce midi? Oui, je trouve. Et puis elle nous a gratifié d'un haut que je ne veux vraiment pas décrire, sinon je serais exceptionnellement dithyrambique. Rebecca, comment vas-tu? Ça va bien et chez toi? Je vais bien. D'accord. Comment on y va? On y va tout de suite Tu nous maintenant. parles de mignonne. Mignonne. Pas pour parler de Rebecca, bien sûr, c'est le nom du long métrage de la franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré qui dénonce l'hypersexualité des petites filles qui est au centre d'une violente controverse. Alors, Mylène, Rebecca, les détracteurs du film qui se ridiculisent. Mais de quoi traite exactement Mignonne? Alors, l'histoire de Mignonne est celle d'une fillette de 11 ans qui se lance dans le twerk pour intégrer un groupe de danse dans son collège. Maïmouna Doucouré expliquait lors de l'avant-première de son long métrage mi-août vouloir dénoncer à travers son œuvre l'hypersexualisation des filles. Dans un post partagé près de 2000 fois. Donc voilà l'histoire, on va dire, la polémique que suscite ce film Mignonne donc de la Sénégalaise Maïmouna Doucouré. Elle n'est pas la première à essuyer, on va dire, ce genre de revers. On voit également la série sénégalaise à succès Maîtresse d'un homme marié, que Rebecca affectionne particulièrement, que Rebecca aussi adore particulièrement. Je ne cache pas. N'est-ce pas? Oui. Ton personnage préféré? Marème. Voilà, je m'en doutais bien. En tout cas, ce film, cette série également sénégalaise avait été, on va dire, a suscité le tollé général. Suscite toujours, et suscite toujours parce qu'on la traite de tous les noms. Mais les gens doivent arrêter, quoi. Ils doivent penser que quand tu es dans un film, tu joues un rôle, tu es dans une fiction et après c'est toi-même, quoi. Oui, c'est compliqué pour de faire le grand public de faire le distinguo entre l'acteur ou l'actrice qui a joué dans un film et sa personne réelle, sa personne physique, sa personne morale. Parce que si vous jouez le méchant ou vous jouez, je ne sais pas, l'Akpakpato dans un film, c'est que très vite les gens vous collent cette étiquette et quand on vous voit dans la rue, on n'arrive pas à vous identifier ou à faire le distinguo entre vous et le rôle que vous avez joué dans le film. C'est bien dommage. Je dis que c'est tant pis. C'est vraiment tant pis. Et puis focus sur Eric Moussambani, un athlète équato-guinéen détenteur d'un record pour le moins hilarant. Mylène, Rebecca, vous devinez? Non, vous n'allez pas deviner, mais il s'est fait un nom et un surnom en signant le 100 mètres nage libre le plus lent de l'histoire olympique. 20 ans après les JO de Sydney, Eric Moussambani, ironiquement rebaptisé Eric Langui, se souvient avoir subi quelques moqueries, mais se réjouit d'avoir pu être connu grâce à cet effort. Sinceramente yo no sabía nadar. Lo que tenía eran noción nada más de esto, pero ya. Honnêtement, je ne savais pas nager. J'avais bien quelques notions, mais rien de plus. Et aucune expérience pour une telle compétition. Je ne savais pas comment bouger mes bras, mes pieds et coordonner ma respiration dans l'eau. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. No tenía mucha experiencia de nada de eso. Aquí en Guinea no teníamos piscinas olímpicas. Ici en Guinée, nous n'avions pas de piscine olympique et la piscine de l'ancien hôtel Eureka où je m'entraînais ne faisait que 12 mètres, je crois, plus ou moins, comme celle-ci. C'était une toute petite piscine et je m'entraînais à 5 heures du matin. Y yo entrenaba a las 5 de la mañana. Después de nadar, sinceramente, yo, à la fin de la course, je me suis senti avant tout reconnaissant parce qu'au moins j'avais pu représenter mon pays, parce que j'avais réussi à finir ces 100 mètres, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et aussi les acclamations reçues de toutes les fédérations de tous les pays. De todas las federaciones, todos los países, alguna gente. Alguna gente también se mofaban un poco de mí, ¿no? Pero lo que me dio más. Certes, il y a eu quelques moqueries, mais cela m'a donné plus de satisfaction, car dans les interviews que j'ai eues après, je leur ai fait comprendre que je n'étais pas bien préparé comme les autres. Mais grâce à cet effort et à l'esprit olympique que je représentais, j'ai pu être connu.
Je crois que dans la vie, quand on a des objectifs, il faut se battre. Parce que c'est en faisant des sacrifices et des efforts que l'on obtient ce que l'on veut. Un record peu élogieux, mais il en a tiré des leçons. Oui, et c'est ce qu'on s'attelle à faire chaque jeudi sur le rendez-vous de midi avec référence. Quand vous avez un rêve, quand vous avez une idée derrière la tête, foncez, allez-y, donnez-vous les moyens d'y arriver. Eric, lui, il a signé le 100 mètres nage libre le plus lent de l'histoire olympique et c'est ce qui lui a fait 1 an et ce que les gens ont apprécié ce jour quand il s'était mis dans la piscine olympique à Sydney, parce que les Jeux olympiques s'étaient déroulés du côté de Sydney, c'était en 2000. Ce que les gens ont apprécié, c'est que malgré le fait qu'il était surclassé, les autres étaient déjà arrivés à destination depuis, mais il se débattait, on sentait vraiment qu'il y avait de la volonté derrière ce qui se faisait. Il voulait vraiment finir et c'est justement ce qui l'a rendu célèbre et c'est aussi ça l'esprit olympique, c'est aussi ça l'esprit du sport. On ne vient pas avec les mêmes performances, mais voilà, évolue, on apprend aussi. On évolue, on apprend et surtout le cœur à l'ouvrage. Il avait le cœur à l'ouvrage. On sentait qu'il n'avait pas les moyens de réaliser une performance extraordinaire, mais on sentait qu'il avait la volonté. de finir et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui qu'il est resté quand même mémorable, qu'il est resté dans oui, l'histoire. on ne peut pas l'oublier, à coup sûr. Alors tu nous parles d'une ONG internationale qui s'offusque contre la xénophobie en Afrique du Sud. Oui, moins gai, cette fois-ci on parle de la xénophobie en Afrique du Sud et Mylène Rebecca. Être étranger en Afrique du Sud, c'est vivre, je cite, dans la peur constante d'être pris pour cible. Fin de citation, alerte Human Rights Watch, rappelant que l'expérience de la xénophobie est routinière dans ce pays avec des violences récurrentes. Avril 2019 à Johannesburg, je vendais des vêtements dans la rue quand 9 Sud-Africains sont arrivés avec des bâtons et des fouets en cuir de rhinocéros, raconte un Congolais dans le rapport publié par l'ONG. Ils frappaient les gens, criaient « Les étrangers, rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous, vous prenez nos boulots et notre argent. » J'ai commencé à courir, mais j'ai été frappé et mes 2 sacs de vêtements m'ont été pris, raconte donc ce Congolais. Et ce n'est pas tout. Keshia Mylène a 10 ans. Ses camarades de classe à Johannesburg ne cessent de lui rappeler qu'elle est une kwiri-kwiri, c'est-à-dire une étrangère. Il insulte et la bouscule, mais elle s'inquiète aussi pour ses parents qui ont fui les violences au sud Kivu. La xénophobie en Afrique du Sud reste donc très répandue, rappelle Human Rights Watch. Human Rights Watch, en dépit d'un plan d'action national annoncé l'an dernier pour lutter contre l'intolérance dans l'économie la plus industrialisée du continent, les étrangers sont souvent accusés de voler le travail aux locaux, surtout dans les secteurs peu qualifiés. En 2008, 62 personnes étaient mortes dans des violences xénophobes et 7 autres personnes en 2015. En septembre 2019, des foules armées s'étaient prises à des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg, faisant 12 morts. La police opère aussi de manière discriminatoire, a pu constater l'ONG. Elle cible particulièrement les étrangers lorsqu'elle lance les raids contre la contrefaçon, par exemple, ou en détenant de façon abusive des étrangers, affirmant ensuite avoir perdu leur papier, ou à faire souligner l'ONG qui dénonce une culture d'impunité qui ne fait qu'encourager ces comportements. Et pour finir, Human Rights Watch appelle le gouvernement à prendre, je cite, des mesures urgentes et concrètes pour protéger les étrangers, estimant que le plan national se contente pour l'instant, je cite, de mots. Fin de citation. Le dernier recensement sud-africain en 2011 estimait à environ 2,2 millions le nombre de personnes nées à l'étranger, soit moins de 5% de la population à l'époque. Et mon cri de cœur ce midi, c'est dire que nous sommes tous africains. Nous réclamons une unité africaine, que je sois au Bénin, que je sois au Ghana, que je sois au Gabon, que je sois en Centrafrique, au Congo. Je dois me sentir chez moi, je dois me sentir dans mon pays. C'est ce que prône l'unité africaine. Et c'est bien dommage qu'on en arrive à la culture de la xénophobie au prétexte que les personnes quittent chez elles pour venir prendre le boulot ou de venir prendre du travail dans notre pays. Ces personnes n'ont certainement pas demandé à être là. Non, c'est peut-être pas de leur volonté. Ces personnes fuyaient peut-être les conflits dans leur pays, fuyaient d'autres situations. Et l'Afrique du Sud ne devrait pas être aussi
on va dire quoi, ne devrait pas oublier que dans un passé récent aussi, elle a connu une situation et c'est grâce au soutien du reste de l'Afrique, des autres pays qu'elle a pu s'en sortir. Donc voilà, il ne faut pas faire preuve d'Alzheimer, il ne faut pas faire preuve voilà, d'oubli. Il faut se souvenir d'où l'on vient et se projeter sur... Et surtout que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils, il faudra le rappeler. Et c'est ce qu'on s'échine à prôner au quotidien, l'unité africaine. Et je dis, ce midi, partout où je suis en Afrique, je dois me sentir chez moi. C'est important. Oui, c'est bien dommage. Au-delà de tout ceci, l'économie d'un pays, d'une nation ne se construit pas seule. Il faut d'autres personnes. Les grandes puissances, d'ailleurs, n'ont pas réussi à en arriver là seules. Il faut d'autres apports, d'autres éducations, d'autres cultures. On ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre reclus sur nous-mêmes. On doit s'ouvrir au monde. On doit accepter les étrangers parce que les étrangers font partie aussi de nous. Merci Amand. Tout le plaisir était pour moi, Mylène Rebecca. Je suis... Innovation nous fait découvrir ce midi une tablette spécialement conçue pour les candidats aux différents examens. C'est bien ça? Oui. Avec des épreuves et des exercices d'application. Tout à fait. On y va dans Innovation. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Alors Mylène, tu as commencé par le dire, aujourd'hui on parle d'une tablette, on vous présente une tablette éducative. Imaginez un seul instant que désormais vous n'ayez plus besoin d'un répétiteur pour votre enfant à la maison, mais juste à l'aide d'une tablette, vous avez les cours, les exercices d'application et même des visuels pour pouvoir éduquer, pour pouvoir accompagner le cours de vos enfants. Alors cette innovation a été rendue possible, oui, au Bénin, grâce à un Béninois. C'est à partir de l'initiative Classe 19. C'est un jeune Béninois qui est là, Roland Rongbadji. Il n'est pas là avec nous ce matin, mais il nous a envoyé une jolie dame, Olivia Messon, qui va se charger de nous édifier, de nous donner beaucoup plus d'explications sur l'initiative Classe 19. Mais avant, suivons ensemble ce visuel. Bonjour chers amis, nous sommes là pour notre premier travail dirigé. Classe 19, Olivia Messon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef produit au sein de cette start-up. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, Classe 19, l'initiative, c'est quoi? Alors, Classe 19, c'est un ensemble de contenus éducatifs destinés aux élèves qui sont en classe d'examen, précisément en 3e pour le BEPC, pour leur permettre de préparer l'examen et de réussir. C'est une application, mais également une tablette que nous mettons à la disposition de ces apprenants. Et voilà en gros ce que c'est que Classe 19. D'accord. Avant d'en venir à la tablette, pourquoi avoir eu cette idée? Alors, au tout début, vous le savez, tout comme moi, les écoles ont dû fermer à cause de l'expansion rapide de la Covid-19. Alors, pour nous, il était impensable que les enfants restent à la maison, livrés à eux-mêmes, sans soutien scolaire. Alors, Roland a eu l'innovante idée de créer ces vidéos-là sur des DVD pour permettre aux élèves d'avoir un soutien scolaire pendant cette période. Alors, nous avons produit près de 15 000 DVD qui ont été distribués gratuitement sur toute l'étendue du territoire. Et ces vidéos présentaient les cours dans 5 matières pour la classe de 3e et 4 pour les classes de terminale. Alors, nous nous sommes rendus compte quand même que ce n'était pas un besoin qui existait juste à cause de la Covid. Les enfants avaient besoin de soutien scolaire, mais ce, depuis bien longtemps. Alors, il fallait réfléchir, créer une solution qui leur permette d'accéder à ce soutien scolaire sur toute l'année et pour les années à venir. Donc, d'où l'initiative Classe 19, qui est désormais une tablette et une application. D'accord. Et parlons justement de la tablette. Déjà, comment ça s'allume?
Alors, il faut forcément avoir la tablette ou non. On peut juste installer l'application? Oui, pour ceux qui ont des tablettes et des smartphones, vous pouvez installer une application, l'application Classe 19, qui vous permet d'accéder au contenu. D'accord. Alors, parlons justement du contenu. Il y a quelle matière? Là, je suis en train de voir maths, PCT, SVT, français, anglais, astuces. Oui, nous avons les 5 matières principales de la classe de 3e, en plus d'un onglet astuces qui donne quelques idées et pour suivre l'élève, lui apprendre les petites choses de la vie, comment réviser ses cours, faire des prises de notes également. C'est un peu des astuces, c'est tout. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en fait? Quand l'élève, le candidat a la tablette, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, la tablette a été conçue pour une utilisation simple, très simplifiée. Vous avez les onglets, mathématiques, SVT, français. L'élève a juste à cliquer sur la matière qu'il désire réviser. Il a une liste de situations d'apprentissage et dans chaque situation d'apprentissage, une vidéo sur une notion donnée. Je prends l'exemple des mathématiques, par exemple. Oui, vous pouvez aller sur mathématiques, travaux dirigés, épreuves. Vous voulez suivre un travail dirigé, vous cliquez sur travaux dirigés. Oui. Vous avez une liste de SA. Tapez sur la SA1, triangle. Vous avez une liste de TD. TD1, nombre réel. Et là, vous avez accès à la vidéo que vous pouvez suivre. Ensuite, testez vos connaissances avec un quiz. Ensuite, après le quiz et travaux dirigés, vous pouvez traiter les épreuves qui sont disponibles. Ce sont des épreuves des examens passés, nationaux, examens blancs et des devoirs des écoles de la place. D'accord. Alors, ce sont des visuels qui ont été déjà pré-enregistrés sur la tablette, c'est bien ça? Exactement. Ce sont des contenus qui sont enregistrés localement sur la tablette. Ce qui fait que l'apprenant n'a pas besoin d'une connexion Internet constante pour regarder ces vidéos. Dès qu'il fait une mise à jour à la fin du mois, les vidéos sont présentes sur la tablette sans connexion Internet. D'accord. Vous permet d'ajuster très rapidement votre Donc, si je comprends bien, sans connexion Internet à la maison, l'apprenant peut facilement travailler, facilement travailler. Oui, c'est une tablette conçue exactement pour ça. C'est uniquement pour les mises à jour qu'il a besoin d'une connexion Internet. D'accord. Est-ce qu'il a la possibilité d'installer d'autres applications là-dessus? Alors, la tablette Classe 19 est une tablette exclusivement pédagogique. L'apprenant n'a pas la possibilité de faire autre chose que d'utiliser l'application Classe 19. Même pas des photos? Non, rien du tout. La tablette est bloquée, elle est uniquement pour l'application Classe 19. Vous avez dû le remarquer en allumant, vous n'avez accès à aucune autre plateforme. Voilà. Alors, est-ce que vous avez tenu compte du programme scolaire au niveau des matières? Oui, le programme scolaire qui est en vigueur au Bénin a été respecté. Par contre, nous allons préciser que ce ne sont pas des cours. Ce sont des travaux dirigés qui rappellent les notions essentielles dans chaque situation d'apprentissage. C'est-à-dire que quand l'élève, le candidat va à l'école et qu'on lui enseigne des notions dans une matière donnée, quand il revient chez lui, il peut, à l'aide de la tablette, essayer d'en savoir un peu plus, de comprendre à travers les exercices d'application. Exactement, c'est bien ça. Et est-ce qu'il aura le résultat automatiquement? Oui, dès qu'il fait le quiz, il a accès, il a une note qui lui revient, qui dit voilà, vous avez eu tel nombre de réponses justes, voici vos réponses erronées. Et pour les épreuves, nous sommes en train de voir la possibilité de mettre en place à la fin de chaque mois le corrigé type de toutes les épreuves qui sont insérées sur la tablette. D'accord. J'avais aussi remarqué, parce que j'ai testé un peu la tablette la dernière fois, quand le professeur est en train de parler, en train de donner des explications sur le cours, il y a en même temps à côté les explications écrites qui permettent à l'élève de voir en même temps ce qu'il est en train de dire. Ça permet également à l'élève de mettre pause quand il veut. Oui. Maintenant, ma question c'est pourquoi uniquement les classes d'examen? Alors, nous sommes partis des classes de 3e et de terminale. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur la classe de 3e parce que derrière, il faut dire que c'est un gros travail. Il faut préparer les cours, tourner avec les professeurs. Et notre objectif, c'est déjà de voir comment la tablette est accueillie par le grand public. Ensuite, nous allons nous concentrer sur les autres classes, mais principalement sur les classes d'examen, puisque ce sont des classes qui nécessitent souvent des répétiteurs de maison.
D'accord. Mais juste après, si on souhaite que le candidat réussisse à son examen, juste après ça, est-ce qu'il a la possibilité d'utiliser toujours la tablette pour autre chose? Oui, son parent, acquéreur de la tablette, peut se rapprocher de nous pour que la tablette soit débloquée ou revendue à un autre. Donc, il a les coûts, on essaie de faire une évaluation. Et c'est gratuit? Alors, la tablette n'est pas gratuite. Non, je ne parlais pas de la tablette. Le parent qui vient vers vous après, oui, c'est gratuit. Après que l'enfant ait fini de l'utiliser. Oui, c'est gratuit. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment une innovation et on est quand même heureux quand on sait que ça vient du Bénin. C'est vraiment à féliciter et à encourager. Merci pour cette innovation. Un coucou à Roland. Le nom de famille, c'est Humbadji. Humbadji, voilà. Un coucou à Roland Humbadji pour cette innovation. Merci Mylène. Merci Olivia. Merci à vous. Merci à toi Rebecca. Tout le plaisir. Non, toi, je sais déjà que tu aimes danser. Vous aimez danser, vous, madame? Oui, j'aime danser. Oh, d'accord. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une danse qui va avec votre bien-être. J'ai hâte de voir ça. Donc, vous restez dans les coulisses et vous nous suivez avec Marchette Bettoro. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, on danse un peu ce midi. Oui, on va danser un peu, mais attention, pas que danser, on va découvrir ce que la danse peut apporter à notre bien-être. Et bien, chers amis téléspectateurs, vous avez tout compris. On va voir ce que nous avons l'habitude de capitaliser chaque fois que nous faisons ces mouvements de salsa, c'est pas et tout ça. Exactement, c'est ça, vous comprenez, hein, c'est ce que Mylène aime. Eh bien, nous sommes avec notre invité sur ce plateau. C'est un danseur professionnel. Il s'agit de Kevin Djelian. Bonjour. Bonjour Marcel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors tout à l'heure, vous allez nous dire tout ce qu'on peut obtenir ou bien on peut gagner à travers la danse. Mais avant, on va suivre cet extrait de documentaire réalisé par Yasmine Damanta sur les danses traditionnelles. La danse traditionnelle, c'est toute une philosophie. C'est tout un savoir. C'est tout un savoir-faire parce que la danse traditionnelle évoque une situation. La danse, elle permet également de communiquer avec le divin. Et vous auriez dû constater que toutes les danses rituelles, les danses vaudou, les danses des cours royales, les danses qui permettent de tordre et de retordre le corps au son de la musique, entretenue par les instruments de musique divers ou même par les battements de poitrine, permettent de communiquer avec le divin. Les danses traditionnelles permettent de s'égayer. Les danses traditionnelles permettent de rendre compte d'un événement, de s'informer d'une situation, de dire tout simplement que nous sommes en joie, nous sommes en deuil, nous sommes en train d'évoquer les divinités pour obtenir telle ou telle assistance. Les danses traditionnelles font partie intégrante du quotidien des communautés à la base. C'est des danses dans lesquelles on utilise les vraies ondulations, comme la formation des os, des muscles, parce que rien n'est raide dans le corps. C'est des courbes, c'est des ondulations, même jusqu'à la forme de l'ADN, de notre ADN, c'est rien, c'est des courbes, c'est des formes, c'est seulement dans les danses traditionnelles et uniquement dans les danses traditionnelles que l'on peut travailler ça. Donc au niveau du développement de l'être humain, surtout chez les enfants, les danses traditionnelles jouent énormément dans leur développement, intellectuel que physique. Et là, ça, scientifiquement, c'est prouvé que c'est seulement avec nos danses traditionnelles qu'on peut utiliser tout ce dont on a besoin pour vivre bien et longtemps. Ah oui, hein, vous comprenez, nous sommes au Bénin, nous avons fait la promotion du local des danses traditionnelles, mais il n'y a pas que les danses traditionnelles pour faire du bien à notre corps humain. Il y a également les danses modernes, les danses contemporaines. Bref, on saura tout avec vous, Kevin Djelian, c'est bien ça? Oui. Déjà, dites-nous, quelle est cette synchronisation entre la danse et le bien-être? Alors, il faut partir du principe que la danse, c'est l'activité physique la plus complète. C'est cette activité-là par laquelle on arrive à toucher tous les muscles du corps à la fois.
C'est pas comme quand on va à la salle de sport où on cible un certain nombre de muscles à la fois. Un peu comme la natation. Exactement, c'est un petit peu comme la natation. Mais ça a en avantage qu'il y a ce moment-là clé où on arrive à entrer en connexion avec soi-même en fait. Parce que danser, c'est se mettre, c'est s'accorder avec soi-même, s'accorder avec la musique pour pouvoir rendre quelque chose de beau. Et qu'est-ce qu'on y gagne particulièrement qui fait ce bien-là à notre organisme? Déjà, il y a l'émancipation de soi. Le lâcher prise surtout, parce qu'il faut se lâcher pour pouvoir danser. Exactement. On dirait le lâcher prise. Aussi. Je pars du principe que toute personne qui peut bouger, marcher est un danseur. La danser, c'est la capacité de bouger. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se dire que je ne sais pas danser, je suis bloqué. Sinon, il faut oublier le monde extérieur, il faut se concentrer sur soi. Précis qui font connecter justement ce bien-être-là à notre organisme. Est-ce que c'est à travers, je ne sais pas, des sauts, des acrobaties? À quel moment on profite réellement de cette danse? Alors, danser, ce n'est pas forcément sauter, ce n'est pas forcément faire des acrobaties, justement. Danser, c'est être en mesure de bouger selon son propre vouloir, son rythme. Danser, c'est être en mesure de s'accorder avec soi. Mais comment est-ce qu'on s'accorde avec soi? Il faut partir déjà de l'acceptation de ce qu'on fait. Je fais un mouvement, il est juste, il est comme je veux qu'il soit. Je danse à ma manière. Si je suis satisfait de ce que je produis, j'arrive à un accord avec ma personne. C'est ça, en fait, le premier canal par lequel on se connecte à soi-même. En gros, c'est la danse en général et non un type de danse précis. Tous les types de danse sont bénéfiques pour le corps, je vais dire. C'est vrai que les danses traditionnelles ont cet avantage de mettre un accent sur l'utilisation de la colonne vertébrale, les danses africaines. Oui, ça demande forcément plus d'énergie, mais il y a cette posture-là qu'offrent les danses africaines qui favorise un meilleur alignement de la colonne vertébrale. Et on sait que la colonne vertébrale, c'est le centre de l'anatomie. Si la colonne vertébrale a un problème, c'est tout le corps qui est affecté. Donc, les danses africaines ont cette particularité-là de donner cette posture adéquate à la colonne vertébrale. Mais est-ce que vous voyez de la façon dont on utilise par exemple le sport d'entretien corporel pour régler certains, ou bien pallier à certaines maladies, est-ce qu'on peut également utiliser la danse pour régler des douleurs, des maux qui nous dérangent? Absolument, absolument. En quoi faisons par exemple? Déjà, la danse, c'est un exercice hyper cardio. Je vais dire que c'est le plus cardio de tous les exercices parce que 1 minute de danse, ça correspond à je ne sais pas combien de squats. Donc, oui. Ça permet de déjà faire du cardio, ça permet d'éliminer l'excès de gras et tout. Donc, on remet le corps dans une certaine condition intéressante pour avoir une bonne santé. Et tous les médecins vous conseilleront d'avoir une aise, de vous lâcher, de vous amuser, de vous détendre quand vous souffrez d'une maladie. Donc le bien-être mental contribue à une santé physique. Alors, parlant de bien-être physique, tout à l'heure vous avez parlé de ce que la danse peut permettre d'éliminer les graisses. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser la danse pour faire un régime? Bien sûr, c'est cardio, c'est comme courir, c'est comme faire du jogging tous les matins. Ça vous fait dépenser l'énergie, ça vous permet de solidifier vos muscles internes parce que ça utilise énormément les muscles internes, les muscles externes également, donc ça régule complètement votre corps. Mais pour ça, est-ce qu'il ne faut pas un rythme précis? Ce n'est pas, j'ai fait de la danse ce lundi, donc le lundi prochain, je le fais une fois de plus. Est-ce qu'il ne faut pas un rythme précis pour, quand on a ce but, perdre du poids, perdre quelques kilos? Alors, pour un danseur professionnel, je pars au minimum sur 6 heures de danse par jour, mais je ne me limiterai pas... 6 heures de danse par jour? 6 heures de danse par jour. C'est comme aller au boulot le matin à 8h, revenir à 18h le soir. Mais je ne me limiterai pas à ça. Toute personne peut danser à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Je suis là, j'ai envie de bouger, je me mets à bouger. Tant que ça me procure le bien que je recherche, j'y vais. Donc il n'y a pas de limite dans la danse. Il n'y a pas de limite dans la danse. Par exemple, je suis diabétique, je suis asthmatique, il n'y a pas de contrainte dans la danse. Tant qu'on peut en faire, il faut en faire. Je dis tant qu'on peut en faire, il faut en faire. D'accord. Alors dites-nous, nous sommes en train de parler de bien-être physique et mental, psychique, mais la danse, c'est à quel moment justement on peut communiquer avec le mental, ce bien-être mental là, c'est à quel moment ça survient? C'est quand on arrive à trouver cet équilibre-là entre le monde extérieur et le monde intérieur. Quand on arrive à harmoniser les deux,
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous frustrer, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent par rapport à nous-mêmes, le regard des autres par rapport à nous. Ma colère à travers la danse. Mais bien sûr, bien sûr. En 2020, il y a un mouvement qui est né aux États-Unis qui s'appelle le Cramping, qui paraît violent, qui paraît très bruyant, mais en réalité, c'est une façon pour ces peuples, pour ce peuple-là, d'extérioriser leur vécu quotidien. C'était des situations vraiment difficiles et ils arrivaient à extérioriser leur peine, leur douleur, leur débois à travers ces mouvements-là, au lieu de se convertir vers une sorte de violence négative. Donc, bien sûr, c'est possible. L'utiliser. Alors, quelques conseils rapides pour Mylène et moi qui aimons bien danser, pour quand même rester en harmonie avec le bien-être en matière de danse. Alors, je vais vous conseiller de danser autant que vous pouvez. Si vous êtes de sortie le soir ou si vous êtes dans la rue, dansez autant que vous pouvez. Ou chez nous à la maison. Ou chez vous à la maison. Beaucoup de personnes aiment danser dans leur salle de bain, par exemple, parce que c'est le moment où vous prenez soin de vous. Ah oui, danser et chanter. Ariane Da Silva, elle adore ça. Non, rassurez-vous. On fait ce que notre corps nous permet de faire. Il ne s'agit pas de faire de grands jetés dans la salle de bain non plus. Donc, restez dans votre capacité de mouvement, mais lâchez-vous autant que vous pouvez. Ça fera toujours du bien à l'organisme. C'est une très bonne manière de démarrer la journée. Merci beaucoup à vous. Merci, Marcel. Kevin Adjalian. Je vous rappelle que vous êtes danseur professionnel. Oui. Chers amis téléspectateurs, vous avez tout compris. Dansez autant que vous pouviez, même sur le plateau tout à l'heure. Nous allons danser. Marcel va danser. Marcel va danser. Merci à toi, Marcel. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve déjà demain à la même heure. Ciao, ciao.